Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH avec RH Matin. Nous réalisons cette nouvelle session vidéo avec notre partenaire Indeed, le moteur de recherche d'emploi. Merci pour votre participation à cette nouvelle session vidéo sur un thème très intéressant, recruter sans préjugés. Un très beau sujet de gestion RH qui va intéresser à la fois les recruteurs et les candidats. Pour cette nouvelle session, nous avons un peu plus de 230 inscrits au compteur et nous allons pouvoir démarrer ce thème et entrer dans le cœur du sujet. Juste en introduction, je me présente, Philippe Guerrier, rédacteur en chef Tech pour Newstank RH et RH Matin. Je suis avec Eric Gras, qui est expert du marché de l'emploi pour Indeed. Eric, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Est-ce que, Eric, tu peux nous donner davantage d'éléments sur ton profil et nous présenter un petit peu Indeed? Ça marche. Alors moi, je suis spécialiste du marché de l'emploi pour Indeed en France depuis 5 ans. Mon métier consiste à me nourrir de toute la data et de toutes les études et enquêtes qu'on mène régulièrement en France et à travers le monde pour comprendre et analyser ce qu'est le marché de l'emploi à un instant T, et puis essayer de faire un tout petit peu d'analyse et de prospective aussi par rapport à ça. Donc comprendre quels sont les comportements des recruteurs, des entreprises, qui sont les entreprises qui recrutent, comment, pourquoi, et aussi surtout qui sont les candidats, pourquoi ils postulent pas, quelles sont leurs attentes. Donc, Indeed est la première plateforme d'emploi en France, dans le monde. On est un moteur de recherche, tu le précisais à l'instant, Philippe. Donc, ce qui fait que même si vous n'avez pas l'impression d'être client chez Indeed, à partir du moment où vous avez un site carrière, on agrège automatiquement vos offres. Et c'est ce qui fait que l'expérience candidat est bonne et qu'on a autant de trafic. C'est que les candidats, quand ils viennent chez nous, ils retrouvent l'ensemble des offres d'emploi disponibles sur un marché. Alors, nous allons passer 1 heure ensemble avec Eric pour partager des ressources intéressantes sur ce thème pour recruter sans préjugés. Je vous présente d'abord les différentes séquences qui vont rythmer ce webinaire. On va commencer naturellement par une introduction, mais en suivi d'une présentation, d'une étude et d'analyse avec des slides Indeed. Vous allez remarquer d'ailleurs que notre capacité à associer à la fois Despacito et Thomas Edison, c'est assez impressionnant. Et ensuite, à la fin, il y a une séance de questions-réponses. Nous allons prendre naturellement des questions des participants, mais aussi des questions complémentaires pour boucler ce webinaire. Quelques précisions pour le déroulement de ce webinaire. Naturellement, vous pouvez poser des questions en tant que participant tout au long de la session. Nous garderons un petit peu de temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Et pour ceux qui n'ont pas tout suivi, ce webinaire sera disponible en replay ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Sur la thématique du recrutement sans préjugés, c'est finalement une problématique que rencontre tout recruteur. Comment évaluer objectivement les candidats en évitant les stéréotypes? Nous définirons avec Eric ce qu'est un biais inconscient dans les process de recrutement et nous apporterons plusieurs exemples de biais inconscients. Toujours dans cet exposé, nous vous présenterons des leviers pour réduire l'impact des biais inconscients, ce qu'on appelle aussi les préjugés inconscients, dans le process de recrutement. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas tomber dans une démonstration technique très scientifique, bien que les biais inconscients soient étudiés depuis des décennies. Nous allons quand même rester sur une présentation pratique pour déculpabiliser les recruteurs sur ce thème, parce que finalement, ça peut effectivement arriver à tout le monde de tomber dans ces biais inconscients. Alors justement, l'objectif de ce webinaire avec Eric, c'est de prendre conscience de ces biais inconscients et finalement comment repenser les processus d'entretien pour s'ouvrir à d'autres profils non conventionnels dans le but d'élargir son sourcing. Eric, nous allons commencer par un bref état du marché de l'emploi en France. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions, des éléments réactualisés sur le marché du travail pour cette rentrée? Absolument. Alors, ce qui se passe en ce moment est assez unique. On a connu d'autres crises avec des reprises progressives. On a connu des crises qui touchaient certains secteurs d'activité. Là, on a connu une crise majeure, non prévue, non anticipée, qui a touché tous les secteurs d'activité de façon
très forte. Ce qui s'est passé, c'est que quand je dis que ça a touché tous les secteurs d'activité, c'est que paradoxalement, il y a des secteurs qui étaient à l'arrêt et des secteurs qui ont été sursollicités. Je pense notamment au secteur de la logistique. On a tous vu à quel point on avait commandé davantage en ligne. Et donc, sur cet exemple type d'un marché qui était déjà en tension, il y a eu une croissance très forte, non prévue, et donc pas forcément de compétences disponibles sur le marché. Aujourd'hui, à l'instant T, on a à peu près 38% des recruteurs qui disent avoir de sérieuses difficultés à recruter, tout secteur d'activité confondu. Le paradoxe, c'est qu'en France, on a 8% de taux de chômage et des difficultés à recruter, les mêmes difficultés qu'on retrouve chez nos proches voisins, allemands ou anglais par exemple, qui, eux, ont des taux de chômage beaucoup plus faibles. Donc, il y a une forte disparité entre offre et demande. Des tensions, je disais, aujourd'hui principalement sur les secteurs du BTP, de l'IT, de l'ingénierie, tous les métiers commerciaux, services à la personne, hôtellerie-restauration, logistique et tant d'autres. Des grandes disparités entre offre et demande. Et aujourd'hui, nous, on compare les offres par rapport à février 2020, qui était le mois avant cette crise. On a aujourd'hui plus 15% d'offres par rapport à avant la crise. Donc, on a retrouvé le niveau d'avant-crise, on est même au-dessus. Donc la France a rattrapé son retard et crée à nouveau des emplois. Elle crée des emplois pour deux raisons différentes. Certains secteurs repartent à la hausse, et puis pour d'autres secteurs, il y a un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire que partout où on avait stoppé les recrutements, quand l'activité reprend, il faut reprendre ce retard. Donc comme on était déjà sur un marché tendu avant crise, on est sur un marché extrêmement tendu aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui va expliquer cette disparité ? Ça peut être souvent, parfois, des exigences un peu trop fortes aussi de la part des entreprises qui pensent qu'avec 8% justement de taux de chômage, les candidats sont là et donc je garde un degré d'exigence élevé. Des recrutements qui sont aussi parfois trop urgents et trop tardifs. Il faut que je recrute vite et bien. Ça, tous les recruteurs qui nous regardent, je pense, se reconnaissent dans cette phrase. Un manque de formation. Moi, j'ai besoin de telles compétences, mais les compétences disponibles ne correspondent pas à ce que je recherche. Et puis, peut-être aussi une forme de préjugé, de discrimination, consciente ou inconsciente, qui fait que j'élimine volontairement ou involontairement tout un tas de profils qui pourraient peut-être correspondre à ce que je recherche, mais parce que j'ai des habitudes et que j'ai des critères de sélection qui sont peut-être un peu trop étroits. Merci Eric pour ces éléments contextuels entre chômage structurel, conjoncturel, reprise de l'emploi et finalement aussi une question au cœur de tous les recruteurs, comment recruter sans préjugés. Un défi pour l'ensemble des recruteurs. C'est un vrai sujet de fond que nous allons aborder avec toi Eric. Je te propose de commencer la session de slides pour expliquer concrètement quels sont les enjeux pour les recruteurs pour savoir recruter sans préjugés. C'est parti. Alors, on va commencer en partant d'un peu loin. Vous allez dire, je ne sais pas trop ce qu'il nous fait et où il veut nous emmener. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. Alors, c'est un arrêt sur image, donc c'est un peu difficile. Mais si vous lisez en bas à gauche, vous voyez que c'est la vidéo de Despacito. C'est-à-dire pourquoi il me parle de Despacito. Sur YouTube, c'est l'une des vidéos les plus populaires qui a généré plus de 7 milliards de vues. Donc, vous êtes d'ailleurs peut-être en train de regarder sur votre téléphone. Après le webinaire, s'il vous plaît. Après le webinaire, ouais. Cette vidéo. Si je vous montre cette photo et que je vous montre celle-ci maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a changé. D'ailleurs, c'est quoi le problème ? Le problème, il est simple, c'est que la vidéo, elle est à l'envers. Et pourquoi la vidéo, elle est à l'envers ? C'est qu'au lancement de YouTube, en 2005, ce problème est survenu dans 5 à 10% des cas. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que les développeurs de YouTube étaient droitiers. Et en fait, ils ont conçu l'application pour les droitiers. Déjà en 2005, on regardait régulièrement les vidéos à travers son téléphone. Aujourd'hui, c'est plus de 70% du trafic qui est mobile. À l'époque, c'était environ 15%, donc l'impact était moins important. Mais ils ont conçu ça à leur image. Ils prenaient le téléphone, ils mettaient le téléphone en mode paysage, et donc la vidéo ou la photo se mettait au bon format. Sauf que quand on est gaucher, on retourne le téléphone dans l'autre sens. Et donc, ça a un impact
une forme de discrimination. Je suis gaucher, je me rends compte que cet outil ne fonctionne pas pour moi. Donc 5 à 10%, c'est juste assez considérable, surtout si on considère les 7 milliards d'utilisateurs de YouTube aujourd'hui. Donc, ils ont volontairement ignoré, en fait, les gauchers, sans penser que d'autres personnes pouvaient avoir un usage et une expérience différente. Donc, c'est le parfait exemple de ce que peut être un biais inconscient. C'est, j'ai pas voulu discriminer les gauchers, j'ai juste pensé qu'à moi, droitier, sans penser qu'il pouvait y avoir des expériences différentes. Alors, ces biais inconscients, on les retrouve dans notre vie de tous les jours, mais aussi, bien sûr, dans nos process de recrutement. Donc, l'impact de ces biais, il peut être énorme et il peut avoir de lourdes conséquences. Ils influencent nos décisions et peuvent aussi nous amener à discriminer sans en avoir conscience. Et c'est ce que font la plupart des personnes, comme vous et moi, aujourd'hui. Et la grosse difficulté, c'est de prendre conscience de quels sont ces biais pour pouvoir les corriger. Alors, ces biais ou préjugés, en faveur ou à l'encontre d'un groupe ou d'une idée, sont influencés par de multiples facteurs, tels que l'origine, bien sûr, qu'on a tous en tête, le genre, l'âge, qu'on oublie un peu plus souvent, la neurodiversité, donc là c'est une façon de penser qui est différente, et le handicap. Donc bien qu'illégal, tous ces biais existent et ont un réel impact aujourd'hui sur vos recrutements. Je vous disais tout à l'heure, quand on a du mal à recruter, il faut ouvrir un peu ses chakras et recruter différemment. Le meilleur exemple des premières entreprises qui ont fait de la diversité un des leviers forts de leur stratégie de recrutement, ce sont des entreprises qui se sont retrouvées au pied du mur parce qu'elles n'étaient soit pas attractives, soit parce qu'elles avaient du mal à recruter. Je pense au métier du nettoyage, de la propreté ou du BTP, où ils ont fait venir des gens de tous bords, de tous horizons, de tout type de parcours et de toute nationalité, parce que, en parlant vulgairement, on avait besoin de bras pour construire des maisons, des immeubles, des bâtiments. Et donc, on s'est un peu moins posé la question de quel était le profil type, mais plutôt des compétences et des attitudes de base qu'il fallait avoir pour faire ce genre de métier. Donc, si on en revient à notre vidéo de Despacito, combien d'utilisateurs gauchers seraient impactés par une telle erreur? Clairement, environ, c'est 10% de la population mondiale qui est gauchère. YouTube, c'est 2 milliards d'utilisateurs, donc ça fait 200 millions de personnes. Donc, la même erreur aujourd'hui avec un dev qui lance un nouveau produit qui fonctionne bien et qui a potentiellement 2 milliards d'audience, il exclut 200 millions de personnes. Alors, vous allez me dire, si je ramène ça, moi, à mon entreprise, je ne vais pas toucher autant de personnes, mais si vous vous rendez compte que vous avez du mal à recruter, vous savez que chaque candidat est rare et précieux. Et donc, si par un biais inconscient, vous éliminez 5, 10 ou 15% des rares candidats qui seraient prêts à postuler à votre offre d'emploi, ben c'est considérable. Et donc, moins vous avez de candidatures de qualité, plus il faut faire attention à ces biais pour éviter d'exclure inconsciemment des candidats qui pourraient vous intéresser. Est-ce que vous envoyez ce type de message à vos candidats? Message type, tout le monde le fait, sûrement, c'est un gain de temps. On a une bibliothèque avec des messages types pour répondre à un candidat, pour l'inviter à un entretien, pour lui envoyer une réponse négative. Si c'est le cas, vous perdez aussi 10% de réponses lorsque vous envoyez ce type de message générique. Là, vous allez me dire, il n'y a pas de biais inconscient. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs sur l'ensemble des processus de recrutement. On arrive à un moment donné par ce type de réponse quasi automatisée. Exactement. Aujourd'hui, plus de 90% des candidats ne supportent plus ce genre de message impersonnel. Et il y a même parfois, lorsqu'on automatise ces réponses à outrance et que insérer le nom se fait aussi par une machine, des erreurs qui se produisent. Je m'appelle Eric Gras, ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages automatiques, peut-être toi aussi Philippe, où en fait, il a mixé et il n'a pas mis le prénom, il a mis le nom de famille. J'ai un nom de famille qui n'est pas super sexy. Bonjour Gras, nous vous avons bien reçu votre candidature. Là déjà c'est vexant. Vous dites en plus c'est une machine. Ils vous disent qu'ils ont fait ça avec attention, mais vous sentez bien que c'est une machine qui a fait une erreur et qui vous envoie ce type de message.
l'expérience est extrêmement déceptive. Donc, imaginez l'impact à nouveau, 10% sur, nous, on a pas loin de 9 millions de CV dans la CV Tech, vous envoyez ce message systématiquement, vous faites 10% de 8 millions, ou 10% de 100 000, ou 10% de 10 000, ou 10% de 1000 si vous avez envoyé 1000 messages comme ça, bah, c'est un impact qui est considérable en termes d'efficacité, mais aussi, surtout, en termes d'image. Alors, comment on va réduire ces biais inconscients dans le processus d'acquisition de talent? La première étape, c'est d'analyser en détail votre processus de recrutement pour découvrir et éliminer ces biais. En prendre conscience et s'appuyer sur des données pour vous aider. Donc, un premier travail qui demande du temps, mais d'analyser tous les biais potentiels que vous pouvez avoir. Donc, il faut vous créer des rapports spécifiques pour analyser ces tendances et voir les résultats. Si vous êtes que sur du ressenti et que vous faites ce travail seul, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur des données factuelles, créer un groupe de travail, être plusieurs, parce que justement, chacun va avoir ses propres biais. Donc, quand vous êtes plusieurs, chacun va pouvoir prendre conscience des biais personnels, mais aussi des biais de l'autre, de son collègue. Et surtout, de pouvoir les lister et d'analyser ça derrière pour pouvoir travailler dessus dans le temps. La deuxième chose, c'est de faire preuve de transparence en partageant les données en interne, parce que ça ne concerne pas que l'équipe recrutement. Les biais, ils sont globaux. Ça peut être votre direction qui a déjà ses propres biais, pour laquelle vous travaillez, parce que c'est eux le donneur d'ordre souvent des recruteurs, ils vous demandent de recruter tel type de profil, et aussi tous les managers qui vont avoir à gérer ces futurs candidats. Donc le travail, il se fait bien en global, un peu comme à l'image de la marque employeur, si elle n'est gérée que par les ressources humaines, ça ne fonctionne pas, ou que par le marketing ou par la com. C'est vraiment un travail commun de remise à plat complet de votre façon de recruter, de garder vos collaborateurs, de les faire évoluer. Et peut-être le premier travail à faire, c'est d'analyser juste la simple cartographie de qui sont vos collaborateurs aujourd'hui, en termes de représentativité, de genre, d'âge, de sexe, d'évolution. Tout ça, déjà, vous donnera une cartographie et une première image des biais que vous pourriez avoir. Et enfin, c'est donc de vous appuyer sur des données. Donc, les données, c'est par exemple d'où viennent vos talents. Est-ce que vous savez que vous recrutez tel type de profil qui vient systématiquement de telle école? Est-ce que vous utilisez par exemple que Indeed ou est-ce que vous utilisez que telle ou telle plateforme? C'est aussi une façon d'avoir des biais parce que chaque plateforme peut avoir aussi son audience. Le taux de turnover est à analyser aussi. Il peut être faible, important selon les services, selon les régions. Et donc, c'est un des indicateurs aussi d'un certain nombre de biais que vous pouvez avoir. Et quels chiffres vous pouvez mesurer et collecter. On sait qu'entre la France et d'autres pays, par exemple, on ne peut pas mesurer les mêmes chiffres, les mêmes indicateurs. Donc, il faut avoir conscience de ce que vous avez le droit de mesurer, de ce que vous pouvez quantifier réellement en toute légalité. Et c'est vrai qu'Éric, là, il y a quand même un enjeu d'emblée pour les entreprises, c'est la manière de structurer ces données et de pouvoir les présenter et les partager de manière succincte et finalement uniformisée sur l'ensemble de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas pour les entreprises en fonction des divisions et des départements. Absolument. Donc ça, c'est important d'avoir cette réflexion globale. Autre chose que vous pouvez faire, une astuce, parce qu'en France, je vous l'ai dit, c'est compliqué de faire des statistiques ethniques ou ce genre de choses pour travailler ces biais, c'est mener régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès de vos collaborateurs pour savoir si, d'une, ils se sentent bien dans l'entreprise, s'ils se sentent bien représentés, s'ils s'estiment non discriminés, par exemple. Donc là, on est sur du retour, du déclaratif, mais qui va être un indicateur important et une jauge utile. De la même façon, si vous voyez que vous n'êtes pas satisfait, par exemple, de la quantité ou de la qualité des candidatures que vous recevez, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, la première source de candidature, à 87%, c'est l'offre d'emploi. Donc, la première chose sur laquelle vous pouvez travailler, qui est votre première vitrine à l'externe et qui peut véhiculer déjà d'énormes biais, c'est votre offre d'emploi. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur des experts
moi, ça fait partie de mon métier. Donc, si vous êtes déjà client d'Indeed, vous pouvez demander à être contacté, on pourra vous aider à travailler là-dessus. C'est déjà de faire une sorte d'audit de vos offres d'emploi pour savoir si elles ne contiennent pas des biais et comment vous pouvez rendre ces offres plus inclusives. Et puis la deuxième chose, c'est qu'après l'offre d'emploi, donc le fait qu'un candidat vous voit et puis ait envie éventuellement de postuler, il va falloir travailler et analyser de façon vraiment très précise l'expérience candidat. Qu'est-ce qui se passe une fois que le candidat a postulé? On prenait l'exemple du message type tout à l'heure. Comment il est reçu? Comment il va avoir à remplir un premier formulaire? Comment il va être traité en entretien en présentiel ou en visio? Comment il va être jugé? Comment il va être évalué jusqu'à l'embauche potentielle? Et c'est là où on va trouver également énormément de biais dans le parcours candidat. Alors, on va faire deux choses. Donc, analyser ces rapports avec l'ensemble des personnes concernées. Je vous disais tout à l'heure, directeur, recruteur, manager. Éventuellement, partager en externe si possible. L'une des choses qui permettent de travailler les biais, c'est aussi la transparence. Alors là, je sais que c'est compliqué et que c'est très touchy, comme on dit, mais si vous avez déjà fait ce premier travail d'analyse et que vous mettez en place un certain nombre d'actions, ça sera tout à votre honneur et ça sera excessivement bon et différenciant vis-à-vis de vos concurrents que de communiquer à l'externe tout ce que vous faites pour éliminer ces biais. Ça va rassurer les candidats et ça va permettre, parce que le zéro biais est quand même difficile à atteindre, de dire à un candidat qui peut se sentir un peu discriminé, de se dire « Ok, mais j'ai compris que j'étais quand même dans une entreprise bienveillante qui mettait tout en œuvre pour éviter ces biais. » Donc le fait de communiquer à l'externe, une fois que vous avez fait ce premier travail, est aussi important que le travail que vous faites en interne. Repenser vos entretiens, c'est aussi une chose qui est essentielle et qui va prendre du temps. La plupart des entreprises aujourd'hui, quand vous faites un entretien, vous le faites en face à face. C'est un candidat, un recruteur. Ou un recruteur et une table ronde avec une multitude de candidats. Ce qui veut dire que tout repose, le poids, la pression, sur un seul et même recruteur, qui a forcément ses biais inconscients sur lesquels on va revenir après. Si vous mettez en place un panel de recruteurs, ce que fait très bien Dell, par exemple, depuis un certain nombre d'années, ou Google, qui sont des entreprises certes assez importantes, mais si vous recrutez pour un manager, à titre d'exemple, et que vous faites l'entretien avec ce manager, et que vous prenez une troisième personne, vous allez avoir déjà 3 points de vue différents. Okay, donc, c'est important de travailler là-dessus, et je vous dirai pourquoi un peu plus en détail juste après. Les employeurs, aujourd'hui, tu me coupes, hein, Philippe, si tu veux rebondir sur quelque chose. Non, c'était juste sur effectivement la transition entre Despacito et Thomas Edison. Tu l'as passé assez rapidement, mais si j'ai bien compris, en fait, tu avais indiqué dans le slide que c'était lui qui avait créé le premier entretien d'embauche en bonne et due forme. Alors, il a été aussi connu pour ses inventions comme le phonogramme, mais il a aussi fait avancer, si j'ai bien compris, le processus de recrutement. En fait, c'est le premier Thomas Edison qui a voulu formaliser le process de recrutement. Et c'est là où je vais en venir après. C'est pour ça que je vais faire la transition assez rapide. C'est que on est beaucoup sur le ressenti. Et on parlera tout à l'heure, et peut-être dans vos questions, de l'intelligence artificielle pour casser tous ces biais, etc. Et donc, il faut trouver un juste milieu, mais le recrutement reste humain avant tout. Et donc, la priorité, c'est de rester humain. On a tous nos biais quand on est humain. Je prends souvent cet exemple, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on lui serre la main, on a tous des biais inconscients qui fait que spontanément, dès les premières secondes, avec n'importe qui, la même chose entre un recruteur et un candidat, on a un a priori plutôt positif ou plutôt négatif, sans avoir d'éléments factuels. Et donc ça fait partie des biais qu'il faut absolument casser, parce qu'on ne peut pas se fier que sur ces biais-là, que sur son impression. Il faut aller au-delà de ça, parce que ce qui compte avant tout pour un bon candidat, c'est qu'il ait les bonnes compétences et les bonnes aptitudes. Donc on ne va pas le juger que sur une impression. Et c'est ce qu'avait commencé à mettre en place Thomas Edison. C'était le premier, en tout cas, à mettre en place ce genre de choses pour être un peu plus scientifique et en tout cas un peu plus rationnel dans l'approche des candidats. Et quand on pose la question aux recruteurs, quels éléments vous donnent l'évaluation la plus précise de capacité d'un candidat?
plus de la moitié disent l'impression donnée par le candidat lors de l'entretien. C'est exactement ça, cette fameuse impression de la poignée de main. Moi-même, j'ai été recruteur, hein, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le monde des ressources humaines, et souvent je me disais, la première impression, c'est la bonne. Dès les premières secondes, si tu sens qu'il y a un truc, tu peux aller plus loin, etc. Et ça veut dire que je me suis trompé parce que je pouvais avoir un a priori négatif, et donc tout mon entretien, toute la façon de mener l'entretien derrière, a été biaisé par ce premier entretien négatif en disant, ok Eric, tu continues à faire ton boulot, tu vas lui poser des questions, mais au fond de moi, je me disais, lui, je ne le sens pas. Et donc, je ne lui ai pas laissé sa chance, je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai pas écouté, vraisemblablement, de la même façon qu'un autre candidat avec qui j'aurais eu un premier a priori positif. Seulement pour 30%, des tests et des évaluations, voire des études de cas, des mises en situation. Un tiers seulement, ce qui veut dire que dans 70% des cas, on ne se base pas du tout là-dessus. Et puis dans 25%, des exemples de réalisations passées, où on va se baser concrètement sur son expérience pour lui poser des questions factuelles, appuyées et argumentées. Alors, Eric, ce que je te propose sur ce slide, en fait, c'est vrai, dans les processus de recrutement, on demande encore souvent des lettres de motivation. Est-ce que, de ton point de vue, finalement, ces lettres de motivation-là génèrent aussi quelque part des biais inconscients? Absolument. Alors, moi, je suis contre les lettres de motivation au début du process de recrutement. Je dis bien au début du process. Pourquoi? Parce qu'on constate que plus on met de barrières au début du process, plus on perd de candidats de qualité. Environ 90% des candidats de qualité, vous les perdez si vous leur demandez de remplir un formulaire, d'envoyer un CV et une lettre de motivation. Par contre, la lettre de motivation à apporter lors du premier entretien physique, ou même, plus intéressant, après avoir fait le premier entretien, pour savoir ce qu'il a retenu et comment il va vendre sa candidature avec un certain nombre d'éléments qu'il aura obtenus lors du premier entretien, là, c'est intéressant. Mais si on le fait en amont, bah, forcément, ça va contenir des biais parce que vous avez des candidats qui vont se préparer et qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre parce qu'il va regarder tout ce qui concerne votre marque employeur, tout ce qu'il va trouver comme information sur votre site carrière ou ailleurs, mais ce n'est pas forcément quelque chose de sincère. Et puis, vous avez aussi les lettres types qui, finalement, pour beaucoup de recruteurs, disent en effet, quand je reçois des lettres de motivation, la plupart, elles ne valent pas grand-chose, elles disent toutes la même chose, elles ne veulent rien dire, quoi. Donc, ça ne m'apporte rien. Effectivement, oui. Et donc, sur la seconde partie de l'étude, du coup, tu indiques dans les slides, finalement, que ces biais inconscients, finalement, nuisent à l'acquisition de talents, mais dans quelle mesure précisément? Alors, aujourd'hui, il y a 34% des recruteurs interrogés qui pensent qu'il existe des biais inconscients dans le process de recrutement. Là aussi, à contrario, ça veut dire que près de 70% n'en ont pas conscience. Donc, il y a déjà un bon tiers qui en a conscience, mais les 2 tiers qui n'ont pas vraiment conscience de ça. Et 63% des employeurs interrogés en France pensent que les biais inconscients appauvrissent le capital humain de l'entreprise. Donc là aussi, c'est du ressenti. Maintenant, quand on se base sur des chiffres plus précis d'entreprises qui ont fait de l'inclusion un point fort de leur process de recrutement, on se rend compte que ces entreprises sont systématiquement dans le top 10 des entreprises les plus performantes. Donc plus on a une entreprise diversifiée qui n'a recruté que sur des compétences et des aptitudes et pas sur des biais, plus on a une représentativité importante avec des profils différents, d'hommes, femmes, d'âges différents, d'origines ethniques différentes et surtout de parcours candidats différents. J'insiste sur le parcours candidat parce que moi, c'est le biais inconscient que je retrouve le plus souvent dans les entreprises françaises. J'ai l'habitude de recruter des gens qui viennent de tel sérail. Et on le voit quand on parle de reconversion aujourd'hui. Quand vous avez travaillé 10 ans dans un secteur d'activité, un commercial, par exemple, a priori, un bon commercial est capable de vendre des petits pois bonduels, puis de passer à peut-être des produits pharmaceutiques ou à une entreprise de service. Il suffit juste de l'accompagner. Mais si c'est un bon commercial, il a le sens de l'écoute, la capacité à convaincre, et donc il n'est pas incompétent d'un secteur d'activité à l'autre. Pour autant, beaucoup d'entreprises françaises recrutent des gens qui viennent du même secteur d'activité, qui sortent des mêmes écoles, qui ont tel type de niveau de formation, tel niveau d'études. Et ça, c'est un biais qu'on retrouve systématiquement dès l'offre d'emploi déjà assez régulièrement. Et effectivement, c'est du coup un des leviers, effectivement, pour réduire
Ces biais inconscients, en fait, c'est vraiment de diversifier les profils. Et ça devient crucial dans cette période où on observe des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. L'un des premiers à l'avoir fait, à l'avoir dit ouvertement, c'est Elon Musk, qui a dit lui-même, si je n'avais pas créé moi-même ma boîte, j'aurais été recruté nulle part, tellement je suis atypique. Et donc, lui s'est mis aussi à ne plus recruter avec le CV. Il recrute des talents qui ont du potentiel. Et il dit, pour tout un tas de métiers, en fait, par rapport au degré d'exigence initiale et ce dont on a vraiment besoin, il prend qu'un tiers de tout ça. Donc, quand on est ingénieur, par exemple, il y a bien sûr des compétences de base qui sont essentielles. Mais peu importe d'où tu viens, peu importe l'âge que tu as, peu importe l'école que tu as fait, si tu possèdes ces 2-3 compétences clés et que tu as l'état d'esprit qui correspond au projet, à mon entreprise, eh ben, ça va matcher. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et que ça fonctionne bien d'ailleurs pour son entreprise. Il y a beaucoup de réactions, Eric, à propos de ta présentation, parce que beaucoup de participants veulent la récupérer, donc on est en train de répondre au fur et à mesure. Mais sur l'étude, la synthèse d'études que tu viens de présenter, tu peux nous apporter davantage de précision sur la méthodologie? Est-ce qu'éventuellement, il est possible de récupérer une étude un peu plus complète? Oui, bien sûr. Bah, ça, à ceux qui le demandent, je pourrais vous envoyer l'étude complète avec toutes les données. On a des données mondiales et on a des données aussi pour le marché français. C'est pour ça que je parle des nuances pour le marché français, parce qu'il y a des nuances selon les cultures des pays. Si je prends l'exemple de la culture anglo-saxonne, par nature, les anglo-saxons laissent beaucoup plus la chance aux candidats et regardent un peu moins le parcours. C'est pour ça que vous avez plus de chances de réussir quand vous partez de très loin dans un pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, ou même l'Allemagne d'ailleurs. En France, on est beaucoup sur des stéréotypes et des biais liés au parcours, à la culture. Donc pour les participants, n'hésitez pas à nous signaler ceux qui sont éventuellement intéressés par la récupération de l'étude un peu plus complète. Donc pour poursuivre et avoir le temps de répondre à toutes vos questions après, justement, quand on pose la question aux entreprises en France, là pour le coup, que fait votre entreprise pour éliminer tous ces biais qui nuisent au process de recrutement? Voici le genre de réponse qu'on a. Ce sujet est en cours de discussion. Donc on a une prise de conscience réelle, mais de faire le travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, de remise à plat réel, qui prend du temps, qui est courageux et qui implique l'ensemble de l'entreprise, on se rend compte que c'est souvent plus compliqué. Observation du comportement des candidats lors des entretiens d'embauche. C'est plutôt l'analyse de l'effet miroir. Bah, je regarde si le candidat semble choqué, si on a des remarques négatives, quels sont les feedbacks qu'on peut avoir. N'oubliez pas que c'est compliqué parce que quand on est candidat et qu'on se présente à un entretien, on cherche à se vendre aussi. Donc on n'est pas forcément hyper spontané, naturel. Et notre sens critique, entre guillemets, vis-à-vis de notre éventuel futur employeur n'est pas des plus développés à ce moment-là. Même chose, je leur donne l'occasion de s'expliquer. Pas simple. Considérer chaque candidat de façon claire et concise. Ça, c'est une bonne première approche. Organisation d'au moins un entretien pour voir si la personne a les compétences nécessaires. Ne pas se baser que sur le CV et la première approche, mais aller jusqu'à la confrontation au moins d'un premier entretien. Pas d'employés de la même famille. C'est une autre façon d'éliminer des biais. Une rencontre joviale et au naturel autour d'un verre pour éviter le côté formel. Voilà quelques exemples avec des approches qui sont pas mal, mais qui sont loin d'être suffisantes pour casser tous ces biais-là. Alors, une évaluation subjective des candidats crée des biais inconscients négatifs. Donc, deux exemples concrets. Question type, où avez-vous grandi? Quels sont vos passe-temps? Quel est votre chanteur préféré? N'aide pas du tout à découvrir les compétences. Ça, c'est ce qu'on appelle des biais d'affinité. Et tout recruteur qu'on est, pour briser un peu la glace, on dit qu'on fait ça autour d'un verre, dans un contexte un peu moins formel, on va poser ce genre de questions. Ah bah, vous vivez où? Vous habitez où? On va poser tout un tas de questions qui vont générer chez nous, recruteurs, des biais d'affinité inconscients. Ah bah, vous habitez au même endroit que moi, ça crée un biais d'affinité. Ou alors, il habite dans un endroit que vous ne supportez pas. Il adore un chanteur ou un style musical que vous détestez. Si vous posez comme ça 3-4 premières questions
qui vont créer des biais d'affinité à l'opposé de ce que vous êtes, ça va reproduire exactement ce que je vous ai dit au début avec cette fameuse poignée de main où inconsciemment, vous allez être un peu plus sur la réserve, vous allez dire j'ai un peu moins de sujets de conversation possible avec lui, donc je vais avoir une image, entre guillemets déjà, un peu déformée de ce type de candidat. Donc en voulant bien faire, il faut éviter aussi, dans un entretien de recrutement, où on est censé trouver un talent qui a des compétences et des aptitudes, ce genre de biais inconscient d'affinité. Alors Eric, dans le genre des biais inconscients, il y a souvent aussi un réflexe qu'on a assez rapidement, et je l'ai adopté avec toi notamment, c'est le tutoiement. Entre le tutoiement et le vouvoiement, est-ce qu'on peut considérer quelque part il y a déjà un biais inconscient qui intervient dans le process de recrutement? Oui, alors j'ai eu beaucoup d'entreprises qui m'ont dit, voilà, on veut justement avoir plus de profils jeunes, et donc on va mettre le tutoiement dans l'offre d'emploi, par exemple. Et bien là, vous avez deux exemples concrets, coup sur coup, de discrimination. Alors, de vouloir avoir plus de jeunes, c'est très bien, mais ça veut dire que vous allez vous orienter plus vers les jeunes pour cibler les jeunes, donc vous allez exclure tout le reste. Et donc, le candidat qui est un peu plus senior ne va pas se reconnaître là-dedans. Ce qu'ont fait beaucoup de startups avec des messages très, très jeunes, un langage très particulier qui s'adresse à une typologie bien spécifique, bah, le gars ou le candidat ou la candidate va se dire, moi je suis pas millénial, je me reconnais pas dedans, donc il va s'exclure de lui-même, il va même pas postuler, alors que potentiellement il peut avoir les compétences. Donc il faut éviter ce genre d'approche qui est stigmatisante, même si ça part d'un bon sentiment. Pareil, si je veux augmenter le nombre de travailleurs handicapés, de femmes, etc., une offre d'emploi s'adresse à tous, quel que soit son parcours. Une fois de plus, on ne doit ne juger que les compétences et les aptitudes. Et il y a d'autres sondages qui ont été faits, qu'on refait régulièrement d'ailleurs, pour savoir aussi comment ressentaient les jeunes le tutoiement. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à une très large majorité, plus de 80%, les jeunes, dès le début du process de recrutement, ne supportent pas qu'on les tutoie. Ah oui. Entre autres, dans l'offre d'emploi. Après, si naturellement le tutoiement s'installe lors de l'entretien, par exemple, où on dit est-ce que ça vous dérange si on se tutoie ou est-ce qu'on peut se tutoyer, ça se fait spontanément. Et là, ça ne choque pas ni le jeune ni le senior à partir du moment où ça se fait en face à face et ça se fait naturellement. Mais d'entrée de jeune, d'entrée, c'est un lapsus révélateur. Oui, tout à fait. D'entrée de jeu, si je dis toi le jeune, tu veux rejoindre mon équipe, etc. Voilà, c'est pas très flatteur pour l'entreprise, c'est pas très flatteur non plus pour le candidat. Aussi jeune soit-il, il veut être considéré et le vouvoiement est une forme de respect, là aussi pour le marché français qui s'impose. Donc voilà, quelle est votre chanson préférée? Je disais, c'est l'exemple, le type de biais. Alors, pour ça, donc, il faut faire des entretiens structurés. Donc, on revient à Thomas Edison, dont on parlait tout à l'heure. Utilisez des questions spécifiques préparées en amont. Ne vous laissez pas embarquer par l'affinité, le moment. Il faut travailler en amont un script type de l'entretien. Cet entretien, justement, quel que soit le recruteur, sera mené de la même façon. Poser les mêmes questions, quel que soit le candidat, quel que soit le recruteur. Avoir des points de comparaison directs entre les candidats, c'est le meilleur moyen d'éviter les biais. J'ai posé les mêmes questions, les entretiens ont duré le même temps, je vais juger, évaluer les candidats de la même façon, sur les mêmes critères. Vous concentrez sur des compétences, des expériences, des critères importants pour le poste, ce que je disais tout à l'heure. Entre la demande qui va être faite d'un manager qui dit, ce que j'appelle moi la liste de courses au Père Noël, voilà le profil idéal, et il va en rajouter des caisses et des caisses, et ce dont il a vraiment besoin, il y a un tri important à faire. Et c'est ce tri qu'il faut faire en amont pour déjà rédiger votre offre d'emploi. Déjà, elle sera plus courte, elle sera plus impactante. N'oubliez pas que 70% du trafic est mobile aujourd'hui, et donc on ne lit pas de la même façon une offre d'emploi sur un smartphone que sur un ordinateur. Et donc, le candidat, très vite, va voir s'il se reconnaît ou s'il ne se reconnaît pas dans cette offre d'emploi. Autre critère important, quand votre offre d'emploi est trop longue et que vous avez une liste de compétences qui est trop longue, vous excluez par définition les femmes. Parce que les femmes sont beaucoup plus honnêtes dans la façon de postuler qu'un homme. À titre d'exemple, une femme ne va postuler à une offre d'emploi si elle estime avoir au moins 80% des compétences que vous demandez. Un homme, en moyenne, 50%. Ce qui veut dire que quand vous mettez une liste de compétences trop importante
la femme va prendre pour argent comptant ses compétences, va être honnête dans sa démarche. Elle ne va pas faire le tri à votre place de quelles sont les compétences vraiment essentielles ou pas pour ce poste. Elle ne le sait pas à ce moment-là. Et donc, elle va s'exclure elle-même d'elle-même du process. Même chose pour les publics les plus jeunes. Quand vous demandez tant d'années d'expérience, etc., et qu'au final, peut-être à l'entretien, vous dites oui, mais si vous avez que 2 ans, ça passe quand même. Ça ne se voit pas dans l'offre d'emploi. Tout un tas de candidats vont s'exclure. Et créer des opportunités équitables pour chaque candidat. Il faut que chaque candidat puisse être reçu dans les mêmes conditions, avec les mêmes moyens. Je pense notamment à l'accessibilité pour les handicapés, pour les personnes qui habitent loin. Essayer de donner la chance à quelqu'un qui va venir en train assez loin de savoir un peu quelles sont ses contraintes pour ne pas lui imposer de venir à 8 heures et d'être en stress, alors qu'un candidat qui habite juste à côté va arriver dans des conditions différentes. Donc, c'est important d'avoir tout ça en tête. Je vous citais tout à l'heure l'exemple de Dell. Sur tous les métiers, avec un panel représentatif qui est différent, ils mettent en place comme ça un panel de recruteurs qui représentent eux-mêmes la diversité de l'entreprise. Donc, vous avez quelqu'un qui est plutôt junior, quelqu'un qui est plutôt senior, quelqu'un qui peut venir aussi d'une minorité. Et donc, dès le premier entretien, ça envoie un message fort au candidat. Ça peut être impressionnant, mais je préfère avoir 4 recruteurs face à moi qui ont des profils différents, et on l'a tous vécu en tant que candidat. Si vous êtes jeune et que vous êtes face à un senior qui a l'air de bien maîtriser son sujet, vous n'êtes pas forcément tout de suite à l'aise. S'il y a un senior, un junior, un homme, une femme, enfin qu'il y a une représentativité un peu plus importante, ça met le candidat aussi beaucoup plus à l'aise, mais surtout, ça va vous permettre à vous, recruteurs, de confronter vos points de vue et de pouvoir éliminer, en tout cas réduire considérablement vos biais, parce qu'à 3 ou 4 recruteurs différents, mécaniquement, chacun va avoir ses biais conscients, inconscients, et donc en mettant tout à plat, ça va vous permettre de vous recentrer vraiment sur les compétences et les aptitudes essentielles pour ce poste. Exemple type, elle était distraite pendant l'entretien, typique d'un millénial, dévoile un biais de confirmation. On juge la personne. Elle était distraite et c'est une milléniale. Donc, elle était distraite. Est-ce qu'elle était vraiment distraite? Là aussi, si je suis tout seul, difficile d'être contrecarré par un de mes collègues. Si vous êtes 3 ou 4, l'autre, elle va dire non, non, elle n'était pas distraite. J'ai vu qu'elle réfléchissait. J'ai perçu les choses différemment. Et pourquoi tu dis que c'est typique d'une milléniale? Moi, je suis une milléniale. Je suis ta collègue. Et pour autant, on s'entend bien et je travaille bien. Voilà. C'est l'exemple type qui va permettre aussi d'éviter les biais de confirmation. Oui, c'est important de confronter la perception individuelle avec la perception collective. Ça peut effectivement corriger certains biais. Exactement. Donc là aussi, je sais que ça prend du temps et que c'est difficile de mobiliser des ressources. Pour autant, justement, dans votre process de recrutement, souvent, il y a plusieurs entretiens qui sont faits à plusieurs étapes. Et on se dit, chacun fait son entretien seul et ensuite, on va confronter nos avis. Sauf que vous allez confronter chacune des expériences que vous avez eues avec votre candidat. Mais chaque expérience va être différente et vous ne voyez pas comment le candidat s'est comporté avec votre collègue. L'exemple type, le recruteur et le manager. Vous connaissez un peu le manager, mais est-ce que vous savez comment il s'est comporté pendant l'entretien? Et parfois, vous avez dû avoir le cas où l'un d'entre vous a un très bon feedback et l'autre a un feedback totalement opposé au vôtre. Et donc, celui qui gagne, en général, c'est le manager parce que vous n'allez pas lui imposer un candidat sur lequel il a déjà eu un a priori négatif. Donc, si vous pouvez vous organiser différemment pour faire en sorte que ces entretiens se fassent ensemble, une seule fois, déjà, en plus, vous allez gagner du temps dans votre process de recrutement. Le processus de recrutement, avant l'été, par exemple, était à 23 jours, il est passé à 28 jours aujourd'hui. Donc, quand on est dans un contexte de pénurie de candidats, l'une des premières choses à faire, c'est de réduire ce parcours candidat pour recruter plus vite. Et en plus, vous avez une pression qui est plus forte. Donc, c'est aussi un des moyens d'organiser les entretiens plus rapidement pour les candidats et d'avoir une meilleure expérience. Donc, on a aujourd'hui la possibilité, avec tout un tas d'outils, de travailler sur ces biais. Le fait d'être en télétravail et de faire des entretiens en visio permet d'éliminer aussi un certain nombre de biais. Que quand on vient physiquement, on peut juger la taille, on peut juger l'odeur, on peut juger mais plein de choses. En termes de biais, il y a une liste qui est interminable. Et donc, il faut regarder aussi quels outils, en fonction de votre entreprise, de votre maturité, peuvent vous aider
à travailler sur ces biais-là. Et ce qui est important, c'est de devenir un acteur du changement. Il est important d'en prendre conscience et de se dire à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau et de le faire par étapes. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un long chemin. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé à noter, à essayer de cibler quels pouvaient être les biais au sein de votre entreprise, de pouvoir travailler pour progresser régulièrement. Vous n'allez pas tout changer du jour au lendemain, mais dès lors que vous faites déjà un premier état de conscience, un premier audit, vous allez pouvoir réussir à convaincre petit à petit vos collègues, mettre en place petit à petit des actions et surtout de pouvoir en mesurer les bénéfices. Si vous ne pouvez pas le faire pour l'ensemble de l'entreprise, ce que je vous recommande, c'est de le faire au sein d'un service avec quelqu'un qui est plutôt bienveillant, qui a envie d'avancer sur ce sujet ou qui a de réelles difficultés à trouver les bons talents, de dire on va faire une sorte de laboratoire interne en test avec cette entité-là, avec ces managers-là, une petite entité à taille humaine, de pouvoir mettre ça en place pour pouvoir analyser les résultats et ensuite de pouvoir convaincre à l'interne le reste des autres entités et des autres collègues. Une petite phrase de citation pour terminer rapidement sur cette partie-là, qui est Lafon Davis, qui est notre vice-présidente en charge de tout ce qui est inclusion et diversité chez Indeed, qui dit clairement, parce que c'est le cas aussi chez nous, qu'elle a conscience que ces suggestions pour éliminer les biais inconscients peuvent conduire à des conversations délicates avec vos managers, avec vos collègues, mais sans elles, vous ne pouvez recruter que des personnes qui pensent comme vous. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des clones dans une entreprise. Les entreprises les plus innovantes sont des entreprises diversifiées parce qu'on se fait challenger par des gens qui viennent d'ailleurs et qui peuvent penser différemment. Et donc, si votre chemin de pensée, votre propre chemin de pensée n'est pas remis en cause, comment vous pouvez voir les choses différemment? Et donc, c'est difficile parce qu'on est recruteur, on fait bien son travail, de se remettre en question comme ça et de s'auto-challenger, bah justement, c'est un challenge qui est pas simple. Et donc, si vous avancez avec des œillères, bah, comment innover? Et sans innovation, comment sortir du statu quo? Voilà. Donc, la question, c'est comment vous comptez chasser les biais inconscients? Est-ce que vous avez conscience de vos propres biais aujourd'hui pour passer à l'action dès demain? Eric, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très instructive et très intéressante. Et il y a déjà beaucoup de réactions du côté de nos participants sur l'ensemble des éléments que tu nous as fournis. Mais quand même, globalement, j'ai l'impression que quand même tu incites les entreprises à une certaine transformation finalement de la gestion RH dans les processus de recrutement. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que tu donnes un premier une première base pour démarrer finalement de manière assez réaliste. C'est-à-dire on part d'un service finalement et puis on fait ce test, ce POC, comme on dit dans les technologies, finalement à partir d'une division ou d'un département. Et puis si ça marche, on peut élargir ça finalement à des structures beaucoup plus grandes, à des organisations beaucoup plus grandes. On a beaucoup parlé aussi de la dimension naturellement du rôle du recruteur. J'ai une participante qui a rebondi sur notre sujet en disant oui, mais tout ceci, effectivement, a un impact aussi sur l'expérience candidat, parce que naturellement, à côté du recruteur, il y a le candidat, et finalement, il y a aussi la perception de l'entreprise de ce candidat. Ça a un rôle très important, surtout dans un contexte où on parle beaucoup de marque employeur. Est-ce que c'est finalement quel est le chemin à faire finalement entre le recruteur et le candidat pour harmoniser, synchroniser ce processus de recrutement? Alors, ce qu'il faut faire, c'est l'écrire, je disais tout à l'heure, pour être sûr que le process de recrutement soit le même pour tout le monde. Une chose que peu d'entreprises font, c'est d'afficher aussi ouvertement quel est votre process de recrutement. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des candidats, avant de postuler, qui consultent la page entreprise Indeed de votre entreprise, où se trouvent les avis et tout un tas d'informations. Et parmi les questions les plus recherchées par les candidats, c'est le process de candidature. C'est ce qu'on appelle chez nous le fameux trou noir. Le candidat il postule, il ne sait pas du tout ce qui se passe derrière. Il ne sait pas si on va le rappeler, si on ne va pas le rappeler, en combien de temps on va le rappeler, quel va être le process
de candidature, est-ce qu'il se fait en 3, 4, 5, 10 étapes? Il ne sait pas. Donc, plus vous pouvez être transparent là-dessus, plus ça va vous obliger aussi à respecter cet engagement. De dire, par exemple, chez nous, dans notre entreprise, on s'engage en moyenne à vous répondre dans un délai maximum de 15 jours. Dire si le premier tri se fait avec des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, ou si justement ce sont que des humains, ce qui peut justifier que votre process de candidature soit un peu plus long que chez certains de vos concurrents, parce que c'est que des humains qui vont prendre le temps d'analyser les candidatures. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire, qui est très bon pour votre marque employeur et qui est très bon pour les candidats. Une deuxième chose, c'est de réduire absolument les biais et les débuts de process de candidature. On en parlait tout à l'heure. On a fait des tests, on a commencé par les États-Unis, on a fait des tests en France sur la région PACA, sur la région des Hauts-de-France, et bientôt on va faire un autre test grandeur nature sur l'Île-de-France, avec une solution qui permet de casser tous ces biais du début du parcours candidat. En gros, le parcours candidat type n'a pas beaucoup évolué depuis des années. C'est je vois une offre d'emploi quelque part, je postule à l'offre d'emploi, et je postule avec quoi? Avec mon CV, parfois avec ma lettre de motivation, et ensuite je prie pour que le recruteur derrière trie mon CV et le mette du bon côté pour qu'éventuellement il me recontacte et que j'ai la chance d'avoir un entretien. Et là aussi, sans même voir le candidat, rien qu'à travers le CV, vous allez avoir des biais. Ce CV, il ne me plaît pas, il est mal écrit, la forme, la photo, peut-être l'origine, le sexe, l'âge, l'adresse, tout ça vont générer tout un tas de biais qui ne laissent même pas la chance au candidat de se présenter. Donc, on a lancé une solution qui permet de casser tous ces biais-là, où en gros, vous postez votre offre d'emploi et quand le candidat postule, il postule sans CV au début du process de candidature. Il va juste répondre à 3, 4, 5 questions de présélection qui sont justement ces questions essentielles. Est-ce que vous avez bien telle ou telle compétence indispensable pour nous? Et quand il clique sur postuler, en fait, il ne clique pas sur postuler, il a directement un entretien en vidéo avec le recruteur qui a renseigné des disponibilités. Et donc, on casse tout ce premier biais et donc on crée une rencontre directe en visio entre le candidat et le recruteur, qui est un premier entretien qui va durer une dizaine de minutes. Et quand cet entretien est bien préparé avec des questions formelles, bah, ça permet d'aller plus loin en cassant les biais du parcours candidat classique et les biais éventuellement d'un CV. J'ai une question un peu plus technique, Eric, de la part d'une participante. Pensez-vous que les ATS, donc les outils de gestion de recrutement, participent à la discrimination de certains profils, par exemple les profils avec des CV à trous? Ouais, alors c'est une excellente question. J'adore cette question. Je ne sais pas qui l'a posée. J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps là-dessus, où justement beaucoup de personnes avaient du mal à justifier les trous, ne savaient pas trop comment faire. Un trou dans un parcours de vie peut être une bonne chose, mais quand une intelligence artificielle analyse ça, elle va se dire, il y a un manque d'expérience, je l'exclus. Alors que ce temps a peut-être été consacré à un congé parental, par exemple, ce qui est un boulot réel et à temps plein, que de se consacrer à un rôle de papa ou de maman. J'ai peut-être fait une formation, je me suis peut-être investi dans une association, j'ai peut-être pris le temps pour moi de me remettre en question et de me poser les bonnes questions. Donc, ça peut avoir tout un tas de choses. Donc oui, les ATS, comme l'intelligence artificielle, peuvent générer des biais parce qu'ils sont programmés par des humains qui définissent que c'est un critère de sélection ou pas. Donc en fait, ça dépend de vous. Si vous définissez que dans votre ATS, un trou dans le CV n'est pas bon, l'ATS est bête et discipliné, il va l'exclure et donc c'est une forme de discrimination. Sur les processus de réduction de la nuisance des biais inconscients, est-ce qu'on peut faire un tri finalement dans les profils que l'on veut recruter? Est-ce que ces biais inconscients sont plus importants pour le recrutement de col bleu, de col blanc? Est-ce qu'éventuellement, vous voyez chez Indeed une distinction par activité sectorielle? Alors, on voit qu'il y a plus de biais sur les profils cadres à fonction managériale parce qu'on va chercher à creuser davantage sur justement des biais inconscients que sur le parcours type du candidat.
Mais ces biais, on les retrouve partout. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas plus col bleu que col blanc. Les biais seront sûrement différents, mais voilà, que vous soyez ouvrier, débutant, des biais inconscients, par exemple, sur les publics jeunes, il y en a énormément. C'est-à-dire qu'on part du principe que parce qu'il est jeune, il n'est pas compétent, il n'a pas la même capacité à apprendre, alors qu'il a peut-être eu tout un tas d'expériences personnelles qui l'ont amené à avoir une certaine maturité. Si vous avez des enfants ou des ados à la maison, et que vous mettez 10 ados de 17 ans face à vous, vous voyez que tous n'ont pas la même maturité, n'ont pas la même histoire de vie. Voilà, donc il y a des biais, quelles que soient les tranches d'âge, quels que soient les profils, certes différents, plus marqués pour certaines catégories que pour d'autres. On va retrouver des familles de biais, entre guillemets, c'était ça la question. En effet, plus marqués pour certains profils que pour d'autres. Une dernière question, Eric, qui est plutôt liée du coup à l'actualité d'Indeed avec la préparation de ce webinaire. Tu m'avais évoqué un partenariat entre Indeed et Groupe SOS en lien avec le sujet du jour de ce webinaire. Est-ce que tu pourrais nous apporter des précisions? Oui, alors je vous l'annonce en avant-première, parce qu'on est en train de finaliser ce partenariat. On est souvent sollicité par nos clients pour les aider justement donc, à retravailler les offres d'emploi, à être un peu plus inclusif, etc. Donc on le fait volontairement et on a la capacité de le faire jusqu'à une certaine limite. Par contre, pour faire un audit complet, pour avoir vraiment de l'expertise sur tous ces sujets-là, eh ben, il faut s'appuyer sur des experts. Donc, on a fait un partenariat avec le groupe SOS, qui est le leader européen de ce sujet-là, de la diversité et de l'inclusion, pour accompagner nos clients. Donc, il y a tout un tas de modules qui existent pour vous aider, par exemple, à faire ce fameux audit, qui peut être long et contraignant, qui peut être compliqué aussi quand on est seul dans l'entreprise à porter ce sujet, et ben, de s'appuyer sur un expert externe, ça va pouvoir vous aider. Tout un tas de modules d'accompagnement, aussi bien pour les recruteurs, pour les managers, pour votre direction. Donc, il y a tout un panel d'offres qui existe avec le groupe SES. Et si vous êtes déjà client Indeed, on pourra vous les mettre à disposition avec grand plaisir. Il suffit de demander à être contacté et on prendra contact avec vous et on fera ce travail pour vous aider dans ce cheminement qui n'est pas si simple, je l'avoue volontiers. Merci Eric d'avoir partagé cette information avec nos participants. Une dernière question qui est liée finalement à vos propres process de recrutement chez Indeed. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des biais inconscients dans les process de recrutement, mais comment faites-vous, vous, de votre côté, dans cette grande maison Indeed, pour finalement réduire ces biais inconscients? Quel type de process avez-vous mis en place? Eh ben, on a mis justement en place des questionnements types, c'est-à-dire que quel que soit le niveau d'interlocuteur avec qui vous passerez un entretien chez Indeed, pour un poste, il y a un questionnement type basé justement d'abord sur une analyse de ce métier. Si je prends mon métier, par exemple, on a fait une analyse avec les services ressources humaines de quel était notre métier, notre vision du métier. Et donc, on a fait un panel représentatif de mes homologues pour savoir ce qu'elle était le métier, avec chacun sa vision partagée, quelles étaient les compétences clés nécessaires et indispensables pour que le questionnement soit le même et se justifie exclusivement sur les compétences et les aptitudes liées à ce métier. Deuxième chose, on a une diversité d'approches de candidature. Donc, il y a de la cooptation, de la recommandation, de l'annonce, de la chasse pour multiplier les sources. La cooptation, c'est l'un des exemples les plus classiques de biais inconscients. La cooptation, c'est très bien, mais quand vous avez trop de cooptation, on remarque que la cooptation fait qu'on recrute des gens qui nous ressemblent, qu'on connaît, qui viennent du même secteur d'activité, de la même école, qu'on fait la même entreprise que moi avant, donc il y a des biais d'affinité énormes. Donc c'est important vraiment de diversifier tout ça, ce qu'on fait. Et puis, on s'efforce aussi, lors des entretiens, d'avoir un panel représentatif. Donc nous, on a chez nous des groupes d'inclusion, par exemple, des groupes d'inclusion pour les parents, les jeunes parents, groupes d'inclusion des femmes, etc. Dans certains pays comme les États-Unis, même des minorités ethniques, donc des latinos, des blacks américains, etc. Et donc, on essaie d'avoir le panel le plus représentatif possible pour évaluer le plus justement possible le candidat avec ce panel qui est diversifié pour s'assurer que le candidat corresponde à ce qu'on recherche
et soit évalué de façon la plus objective possible. Eric, merci beaucoup pour l'ensemble de ta participation, de tes contributions au regard du nombre de personnes qui demandent à avoir la réception de ta présentation et de l'étude dont on a parlé. Je pense que tu as eu un certain impact avec l'ensemble des éléments que tu as apportés. Je reprécise à l'ensemble des participants qu'il y aura un replay de ce webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube de RH Matin. Et nous allons faire le nécessaire pour vous apporter aussi les éléments concernant cette présentation et l'étude à télécharger de notre côté. On vous tient informé à la suite de ce webinaire, probablement par email, pour vous indiquer comment récupérer l'ensemble de ces éléments. Eric, merci beaucoup pour l'ensemble de ce webinaire. À très bientôt pour une prochaine thématique, en tout cas, celle sur la dimension recruter sans préjugés, en tout cas, a été fort intéressante. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle session vidéo. Merci Philippe, merci à tous, à très bientôt. Merci Eric et merci à l'ensemble des participants. À bientôt.